Bienvenue dans le 7e épisode de l'état des lieux. Aujourd'hui, on reçoit le fondateur de Homeloop, Aurélien Goutefard. Un nom compliqué, mais une boîte au concept simple, l'achat immobilier instantané, ou la vente immobilière instantanée. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots de Homeloop ? Ouais, merci déjà de me recevoir. Super sympa de pouvoir échanger avec les auditeurs de Mastéos. Et entre confrères du même secteur de la PropTech. Exactement. Donc Homeloop, en fait, le concept d'Homeloop, effectivement, et de la vente immobilière instantanée, c'est d'offrir une troisième option pour les propriétaires vendeurs quand ils veulent vendre leurs biens. C'est plutôt que de vendre tout seul ou de vendre avec une agence. Ils ont aujourd'hui la possibilité avec Homeloop de vendre directement leurs biens. Donc en fait, moi, le constat que j'avais fait en 2015 en vendant un premier appart, ça a été qu'en fait, la vente d'un bien immobilier, c'est un process qui est hyper long et où il y a beaucoup d'incertitudes. Et moi, en tant que propriétaire vendeur, je ne savais pas vraiment à quel prix j'allais vendre et ni en combien de temps. Et en fait, je trouvais que voilà, aujourd'hui, on peut faire plein de choses beaucoup plus rapidement et on sait à peu près où on va dans chacun des process, des parcours d'achat qu'on peut faire ou des process de vente qu'on peut faire voilà, dans notre vie de consommateur. Et dans l'immobilier, l'idée c'était de dire avec Homeloop, vous allez pouvoir vendre sans conditions suspensives de financement, sans délai de rétractation, donc vous savez à qui vous vendez, quand et à combien. D'accord, et tu rachètes tous les apparts qu'on me propose à la vente immédiatement ? Alors on ne rachète pas tout évidemment, il a fallu un peu mettre des critères, etc. Mais en fait aujourd'hui donc, on achète des logements, appartements, maisons, qui valent entre 100 et 750 000 euros au maximum, et en gros qui sont situés dans des zones urbaines. Donc aujourd'hui on est dans 4 marchés, on travaille sur l'Île-de-France, on travaille sur la métropole de Nantes, la métropole de Lyon et la métropole de Lille. Voilà, donc aujourd'hui on a à peu près un millier à peu près de propriétaires vendeurs qui nous proposent leur appartement tous les mois. Tous les mois, et on en achète entre 25 et 30 aujourd'hui. Par mois. Par mois. Et tu les achètes toi sur ton bilan. Exactement. C'est ça qui est hallucinant. ça doit faire peur un peu aux VC, non ? C'est un modèle qui est risqué. C'est un modèle qui est effectivement assez capital intensive, comme on dit. Et donc c'est vraiment Homeloop qui va se porter acquéreur. Donc on définit le prix, on te dit ton appartement, ta maison vaut 100. Voilà, c'est le prix, c'est l'estimation que tu pourrais avoir d'un agent immobilier ou que tu pourrais définir toi-même. Et nous, en fait, en fonction de on va te dire, ok, ton bien vaut 100, nous on te l'achète tout de suite, 92 ou 93% de ce prix estimé. Et tu choisis la date dans un délai de 3 mois. Donc tu as 7 points de spread et tu le revends immédiatement après, c'est ça ? Voilà, nous, une fois qu'on devient propriétaire du bien, on va le revendre soit directement, soit faire quelques travaux. Voilà, parfois on récupère des appartements dans lesquels il y a besoin de faire des travaux. Donc dans ce cas-là, on va investir le temps et le capital nécessaire à remettre en état le bien. En passant par Mastéos Travaux demain. Pourquoi pas. Pourquoi pas, ouais. Et alors, c'est un modèle qui est intéressant. Moi, je vois son utilité parce que je suis du milieu et je vais expliquer ce que je vois comme utilité. Il peut être perçu de l'extérieur comme un peu agressif dans le sens où tu vas racheter un peu moins cher les apparts et les revendre un peu plus cher. Mais en fait, c'est un modèle qui a de l'intérêt parce qu'on est sur un marché où il y a très peu de transparence, il y a très peu de confiance déjà dans les intermédiaires. Et à l'achat, on a peu de visibilité sur ce qui se passe côté vendeur. Parce que les vendeurs, ce sont des non-professionnels. Ils ont des data rooms qui ne sont pas toujours impeccables. Moi, je suis intermédiaire immobilier sur le locatif, Mastéos. Parfois, on a des doutes sur ce qu'on vend ou ce qu'on achète. Et le fait que toi, tu prennes le risque de dire, ok, j'ai 20% d'incertitude sur ce bien, mais je suis prêt à prendre le risque. Je l'achète moi, je clean le dossier, je le rends 100% certain et je te le revends avec 100% de certitude. Je trouve ça assez beau parce que ça vient apporter vraiment de la transparence sur un marché qui en manque cruellement. Je pense notamment à une initiative qui a été faite au Brésil sur une boîte qui s'appelle Loft. T'en as entendu parler ? Ouais, bien sûr. Gros. Alors, Loft, c'est un peu un Mastéos brésilien parce que je crois qu'ils font pas mal de locatifs, si je ne m'abuse, mais c'est peut-être pas vrai. Alors à la base ils font de l'iBuying, mais aujourd'hui effectivement ils se sont pas mal diversifiés et aujourd'hui ils sont capables de faire du locatif et puis ils ont tout un accompagnement au-delà simplement de l'aspect transactionnel. Parce qu'en fait Loft, ils se sont dit sur le marché brésilien, alors là pour le coup il y a un vrai problème de trust et de transparence de l'information, il n'y a pas de prix, il y a très peu de règles contraignantes, etc. Donc ils se disent, nous on va vraiment prendre le risque de prendre ces produits sur notre bilan
Et on va nous-mêmes faire l'opération de nettoyage et de rendre transparents ces dossiers, et on les revend propres. Et ce qui fait que les banques qui financent pas au Brésil les achats immobiliers, il n'y a qu'un achat immobilier qui se fait via de la dette au Brésil, un achat sur 4. Un achat sur 4. Pardon, un achat sur 4, ouais. Avec le logo Loft, toutes les banques financent. Parce que ça devient finançable parce qu'on a de l'information. Et vous apportez de l'information moyennant ce spread de 7 points, quoi. En fait, ouais, nous on apporte. Alors aujourd'hui sur le marché français, je pense effectivement, tu prends l'exemple du Brésil, oui, là on est vraiment sur un marché à l'extrême, très peu de transparence, etc. Donc des spreads énormes potentiellement pour ceux qui sont sur le marché. Nous, alors sur la France, on a quand même déjà de la transparence parce qu'il y a effectivement des meilleurs agents qui historiquement a fait quand même le travail d'apporter cette transparence. Puis depuis 2019, on a aussi l'État qui a mis à disposition la base DVF pour donner de la transparence sur les marchés immobiliers. Mais donc il y a cet aspect de transparence effectivement sur lequel nous on est obligé de jouer, enfin on est obligé d'être dans le jeu, donc c'est pour ça que nos propriétaires vendeurs, on est hyper clair sur voilà l'estimation et voilà le spread que nous on va prendre, voilà le prix net vendeur que vous allez toucher. Et en fait aujourd'hui en France, le vrai pain point entre guillemets sur le marché, c'est tous ces délais administratifs qui s'ajoutent. Voilà, tu vends, ton acheteur il a 10 jours pour changer d'avis. Donc déjà, tu as mis 3 semaines à un mois pour signer ta promesse. Ouais. En fait, ce qui s'est passé, moi, quand j'ai vendu mon appart, donc un gars m'a dit, je te fais une offre sans condition suspensive de financement. Alors, super, je me dis top, mais ça veut pas dire que le gars va pas se financer. Oui. Donc déjà... Ça veut pas dire qu'il peut même pas la rétablir. Tu sais que maintenant, avec la nouvelle jurisprudence, il peut la rétablir. Exactement. Donc le gars te dit, super, je te fais une offre. Ok, très bien. Donc ensuite... ça traîne, tu envoies les dossiers chez le notaire, ça va mettre 1 mois pour signer une promesse de vente. Si le notaire est bon, c'est 1 mois. Ouais. Voilà, 1 mois parce qu'en fait, il y a énormément de pièces à récupérer, tu as le syndic qui n'envoie pas les documents, etc. Donc déjà... Le notaire va prioriser ses dossiers, si c'est un petit dossier, tu passes en bas de pile. Ton petit dossier à 250 000 euros chez ton notaire, parisien, en fait, c'est pas forcément ce qui va l'exciter beaucoup. Donc en gros, tu te mets d'accord avec ton acheteur, il te balade 2-3 semaines le temps de récupérer tous les docs, tu signes ton document au bout d'1 mois. Et même une fois que tu as signé, donc il a encore 10 jours pour changer d'avis. Et là, tu découvres qu'en fait, il a une condition suspensive de financement et que le délai, ça va être 2-3 mois. Donc en fait... Parce qu'il peut la rétablir. En fait, il peut faire une offre sans condition, mais il te dit finalement, je vais mettre une condition suspensive. Mais les acheteurs qui connaissent un peu le milieu savent que ça se rétablit très facilement des conditions suspensives. Exactement. Et donc en fait, tu as passé 1 mois à signer ta promesse. Tu prends 3 mois de conditions suspensives. Donc finalement, si tout se passe bien, tu as vendu en 4 mois. Alors nous, le délai, c'est 6 mois chez Mastéos, ouais. Donc tu vois, je te trouve même optimiste. Et le délai moyen, effectivement, c'est nous sur nos... Donc nous, on est nous-mêmes vendeurs, en fait. Une fois qu'on a acheté le bien, on est nous-mêmes vendeurs. Et donc, effectivement, en ce moment, les gens mettent des conditions suspensives plutôt de 3-4 mois parfois. Ouais, surtout pendant le Covid. Et voilà. Et parce qu'en plus, même une fois que tu as ton offre, de l'offre de prêt, ton acheteur a son offre de prêt, il a encore son délai scrivenaire, enfin bref. Déblocage des fonds, il faut que le notaire ait une date de disponible. Donc la réalité, c'est que tu as plein de délais et tu as plein d'étapes. Pour un acheteur, dans ce process, l'acheteur peut sortir à plusieurs étapes du process. Et donc en fait, en tant que vendeur, toi, tu n'as pas le choix, tu n'as qu'un seul bien à vendre. Ton acheteur, il a toute une multitude de biens disponibles sur le marché, et c'est de plus en plus le cas. Et donc voilà, partant de ce constat, on se dit, en fait, Homeloop, il y a vraiment de la place pour faire un truc qui va gommer tous ces délais administratifs, rassurer le propriétaire vendeur sur le fait que il n'y a pas de conditions suspensives de financement et c'est un vrai paiement comptant. Et surtout qui lui permet de maîtriser son calendrier parce que dans un délai de 3 mois max, il est payé. Oui, parce que s'il a un crédit relais sur le dos, ça lui coûte une blinde en intérêt. Et chaque mois est essentiel. Donc chaque mois est essentiel. En fait, et donc le crédit relais, justement, c'est un super exemple parce que nous, c'est aujourd'hui plus d'un client sur 2 en fait, qui va utiliser le service Homeloop comme une alternative au prêt relais. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé, je me disais c'est surtout la rapidité. Les gens veulent de la rapidité. Aujourd'hui, ils veulent de la sécurité. Et en fait, l'alternative au prêt relais, c'est Homeloop. Pourquoi ? Parce que déjà, en fait, ton prêt relais, tu connais, mais tu vas avoir 60-70% du prix estimé. La banque va te prêter 60-70% du prix estimé. Donc déjà, tu n'as pas 100% de ton apport disponible. Ouais. Donc nous, avec Homeloop, tu as déjà 100% de ton apport. Donc ça veut dire que tu as aussi besoin de moins emprunter. Donc finalement, tu es un peu plus solvable pour investir dans ton nouveau projet. Donc tu as besoin de moins emprunter, tu as moins de frais parce que tu n'as pas les frais de garantie, les frais de dossier, les intérêts. Tous les intérêts. Donc finalement, nos clients font un peu leur calcul, ils se disent ok, j'ai un prêt relais possible par ma banque, j'ai l'offre d'Homeloop. Alors le prêt relais, ça veut dire je vais vendre à 100, je vais souvent passer par une agence quand je suis en prêt relais parce que j'ai plus le temps de m'en occuper. Et la banque d'ailleurs demande, tu vois, qu'il y a des estimations. Donc je vais souvent donner un mandat à une agence. Alors je vais payer 4-5% peut-être, un peu moins si je travaille avec des nouveaux acteurs, etc. Mais tu vas avoir les 4-5% de frais.
Tu rajoutes les frais de la garantie, les frais de la banque, etc. Tu rajoutes 2%. Finalement, ton net vendeur dans 6 à 12 mois, ça va être 93, quoi. Oui, donc on s'y retrouve avec ton offre. En fait, avec Homeloop, tu t'y retrouves. Ouais. J'ai pas l'impression avec ton pricing que tu prends des marges énormes. J'ai l'impression que tu es presque tight sur ton business model parce que ça me paraît pas énorme comme spread. Ouais. Et surtout, vu le temps de la boucle, en fait, Homeloop, loop ça veut dire boucle, pour boucler un projet entre le moment où tu vas l'acheter et le moment où tu vas le revendre, j'imagine que tu en as au moins pour 8 mois, non? On est sur des délais un peu plus courts que ça, on est plutôt sur 6-8 mois, 8 mois pour les projets les plus longs. Mais en effet, je parle des deux, pour pour vraiment tout le cycle entre nous, le moment où on se porte acquéreur et le moment où on le revend. Il y a à peu près 6 à 8 mois au global. Il ne faut pas que le marché ait craché entre temps. Et en fait, effectivement, nous, notre principal risque, en fait, il y a plusieurs risques dans notre business model. Il y a un risque de marché. Effectivement, est-ce que dans un intervalle de temps de 6 à 8 mois, est-ce que le marché peut vraiment dévisser? Mais il y a le risque de liquidité. Est-ce que j'achète un actif que je ne vais pas réussir à vendre? Et donc, et puis le risque de mispricing, en fait. C'est un risque interne, c'est un risque opérationnel. Est-ce que mon algorithme, est-ce que mes experts immobiliers sont suffisamment, sont prudents et estiment correctement? Donc ça, c'est mes 3 grands risques. Alors sur le risque de marché, la réalité, les études qu'on fait, statistiques, historiques, et même sur ce qu'on voit en ce moment, qui est un marché un peu spécial, sur des délais de 6 à 8 mois, on n'est pas sur les marchés boursiers, ou on n'est pas sur des bitcoins, où en fait tu peux avoir une volatilité extrême. Les délais sont quand même assez longs, et donc une baisse importante du marché immobilier, elle va se matérialiser, mais elle va se matérialiser sur une longue période. Et nous, on est vraiment sur des périodes courtes. Tu as regardé historiquement si ça s'est déjà passé, des crashs sur des délais de moins de 8 mois? Ouais, alors par exemple, tu as les années 90 à Paris, tu as l'Île-de-France dans les années 90, où tu as, en fait, on va dire, mais la baisse maximale sur un délai de 6 mois, tu as eu du 10% en 6 mois sur le marché vraiment parisien. Mais ça, si tu veux, c'est un seul cas depuis les années 80 qui s'est matérialisé, c'était les années 90. Voilà, parce que tu as eu un événement. Tu as eu pas mal d'institutionnels qui ont mis en vente leur marché, tu avais la guerre du Golfe qui arrivait, les gens se posaient des questions. Et là, tu as le marché parisien qui a complètement dévissé en 6 mois. Ouais. Et là, le Covid, tu as eu un peu peur, non? Et alors, ouais, effectivement, le Covid, ça a été une période. Le premier confinement, ça a été une période d'un peu de questions. On avait à l'époque, on devait avoir à peu près 20 millions de stocks de biens immobiliers, majoritairement Paris. Et donc, évidemment, la première question qu'on s'est posée, c'est qu'est-ce qui se passe si le marché perd 5, 10, 15, 20%? Donc on a fait un peu nos stress tests, quoi. Enfin, si tu veux, on a une activité assez financière, donc on fait vraiment comme les banques, c'est-à-dire je fais un stress test sur mon portefeuille et je regarde combien, c'est du market making, combien je peux perdre éventuellement. Et donc voilà, à l'époque, donc mars 2020, on a fait ce stress test. On s'est dit qu'il y avait une perte absorbable sur notre portefeuille, donc on n'a pas du tout liquider nos actifs, etc. On est allé au bout de tous les engagements d'achat qu'on avait, etc. Donc fidèle aussi à la promesse Homeloop, c'est-à-dire Homeloop, c'est j'achète de la sécurité. Quand moi, en tant que vendeur, je vends à Homeloop, j'ai un professionnel face à moi, je donne le risque. Donc on est allé au bout de toutes les promesses d'achat qu'on avait signées. Évidemment, il y a dans l'immobilier, tu vois, tu as des gens qui seraient sortis, et il y a beaucoup de gens qui à ce moment-là ont essayé de jouer un peu sur la peur en disant à leurs propriétaires vendeurs, et si on renégociait le prix de 5-10%? Nous, on n'a pas du tout fait ça parce que c'est une vraie promesse, c'est un vrai service qu'on rend aux clients, donc on a acheté les biens. Et finalement, on a eu raison puisque le marché n'a pas dévissé. Alors, c'est sûr qu'on est sur un marché qui est un peu spécial, dans les centres-villes aujourd'hui, il y a une dynamique qui a changé à Paris, à Lyon. Les types d'actifs recherchés ont changé. Ouais. Et le niveau de liquidité a changé aussi. Le niveau de liquidité, les délais se sont allongés. On a fait des études, on le voit sur notre stock, et puis même on fait des études un peu sur le marché, où on voit que Paris en septembre, octobre, novembre, tu étais à plus 15 jours, plus 15, plus 20 jours en délai de commercialisation par rapport à la même période l'année d'avant. Donc il y a aussi vraiment les attentes des Français ont changé sur ce qu'ils veulent. Et donc ça se matérialise par les délais de vente des appartements dans des zones ultra tendues qui sont d'habitude ultra tendues. Et dis-moi, est-ce que ça a vocation à remplacer l'agent immobilier, cette nouvelle manière de faire, l'achat instantané? Parce que finalement, c'est ça, tu bypasses un peu l'agent. Alors, est-ce que nos copains de Haussmann devraient te voir comme un concurrent, par exemple? En fait, la réalité, c'est que je pense que notre objectif, c'est vraiment de proposer des options aux propriétaires vendeurs. Et en fait, je suis pas sûr que l'iBuying va prendre 100% du marché. En revanche, ce qui est intéressant, c'est pour le propriétaire vendeur, il va pouvoir, s'il veut vendre très vite, avec la certitude qu'il n'aura aucune surprise sur son calendrier de vente, il va vendre Homeloop. Après, s'il veut maximiser son net vendeur,
ce qui est bien légitime. Il va soit le vendre tout seul, soit le vendre avec une agence. Et donc en fait, je pense que c'est la coexistence de ces différentes options qui va permettre au marché d'être fluide et puis d'augmenter aussi le niveau de satisfaction, puisque chacun va trouver un peu chaussure à son pied, quoi. D'accord, ok. Et est-ce que tu te vois faire du e-buying sur nos terres, c'est-à-dire sur du locatif? Nous, Mastéos, on fait de l'investissement locatif. C'est un modèle, l'e-buying, qui nous tente énormément parce que nous, quand on présente des projets à nos investisseurs, on n'a pas tout le temps une transparence à 100% sur on n'a pas une maîtrise parfaite du dossier, si tu veux. Et nous, la grande différence par rapport à votre modèle, c'est qu'il y a souvent des locataires dedans. Vous prenez des biens vierges, vides de tout locataire. Nous, on a souvent des locataires, on n'a pas forcément l'historique sur ces gens. Et un des modèles qu'on envisageait, mais un peu capitalistique à mon goût, ça serait d'acheter de nettoyer un peu le truc, c'est-à-dire de faire des travaux, d'inspecter vraiment la structure, de prendre le temps de faire une due diligence poussée du bien, et des locataires, et s'il n'y en a pas des bons, en mettre des biens, les assurer en garantie loyer impayé, etc. Pour revendre le produit vraiment avec une transparence absolue sur ce qui se passe, et donc être rémunéré grâce au même spread que toi. Mais je pense que le modèle a vraiment vocation à s'appliquer au locatif, sur lequel on manque encore plus de transparence que sur la résidence principale. Ouais, alors il y a nous aujourd'hui, on n'achète que des biens vides et on les vend à des particuliers. Souvent en résidence principale. Voilà, souvent en résidence principale. Tu as les stats sur ceux qui en font des projets locatifs? Ouais, on suit cette info, et alors c'est marrant parce que les choses ont pas mal évolué. En fait, 2019, on était quasiment à 30% d'investisseurs en 2019 sur nos acheteurs, hein. Alors après, c'est aussi parce que la composition de notre parc faisait sans doute ça, mais on a eu 30% d'investisseurs. 2020, très très peu, quasiment plus d'investisseurs. Ah oui. Ouais, 2020, mais alors parce qu'on a aussi ouvert des nouveaux marchés, je pense que la structure de notre parc a un peu évolué, mais on a eu très peu d'investisseurs. Et quand je te dis très peu, c'était genre entre 5 et 10% max. Là, sur 2021, pour l'instant, on est aussi beaucoup sur de la résidence principale. Mais c'est aussi parce que notre structure de parc évolue pas mal. En fait, historiquement, à Paris, on était beaucoup sur des petites surfaces, on va dire entre 30, 40, 50 mètres carrés. Et la province, on est plutôt sur des grandes surfaces, on est plutôt entre, tu vois, soit 80, 90 mètres carrés, qui sont plutôt des objets, on va dire, à résidence principale. Non, tu peux faire de la coloc. Tu peux faire de la coloc, ouais. Non, mais alors c'est marrant, pour l'anecdote, on a vendu un appart à Colonis d'ailleurs, qui font du co-living, donc ça arrive, tu vois, on a ce genre de en B2B, c'est marrant. En B2B, ouais, voilà, en fait, on est un territoire de chasse, entre guillemets, puisqu'on est des propriétaires de biens, et donc... Bien sûr, il faudra qu'on se plug aussi chez vous. Bien sûr. Et t'as vocation à aller en Europe à un moment, où le marché français est suffisamment grand Déjà, le marché... En fait, nous, aujourd'hui, notre objectif, c'est déjà de faire très bien la France, parce que c'est le plus gros marché en Europe. Donc, on est sur 4 communes, on est déjà sur 4 villes, et en fait, si tu veux... on fait des volumes qui sont encore à mon goût trop petits. Donc déjà, je veux faire des gros volumes déjà en France, bien faire la France, et ensuite, effectivement, d'ici 2023, peut-être regarder l'Europe, ouais, en effet. Parce que l'avantage en Europe, c'est que nous, on a des clients qui vont acheter en Europe, notamment on a fait des deals avec la Grèce, et pour le coup, tu as encore moins de transparence. Donc si je peux avoir un acteur qui se porte tiers de confiance en prenant sur le bilan l'appartement vue Acropole, et qui peut le revendre avec toute l'info en français et tout checké, ça serait magnifique. Les gens seraient prêts à payer un gros premium. Ouais, bien sûr. Non, mais c'est des projets intéressants. Après, il faut en fait... Moi, mon seul risque, c'est on veut pas être subscale dans des marchés, en fait. On veut vraiment peser. Bien sûr. Et en fait, le risque de diversification géographique, c'est d'être petit dans des endroits non stratégiques. Voilà. Absolument. Et d'ailleurs, sur les endroits stratégiques, nous, on opère énormément en région, et on a des opinions assez fortes sur certaines villes. Je voulais savoir lesquelles t'excitaient en ce moment en France. Alors... À titre, nous aujourd'hui, on est donc de Nantes, par exemple, on traite beaucoup, on regarde Rennes, on regarde Angers, on travaille sur ces zones-là. Alors Angers, c'était très à la mode il y a quelques années. Je ne sais pas quelles sont vos opinions sur le. C'était à la mode, voilà. Voilà. Mais du coup, voilà, le catch-up a peut-être été fait. Après, nous, de Lyon, on regarde beaucoup aussi toute la zone. Pays de Gex, Annecy, tout ça en fait, qui est une zone justement d'un point de vue locatif qui est hyper forte aussi. C'est pas des rendements stratosphériques. C'est pas des rendements stratosphériques, mais c'est du sécure. Il y a beaucoup de demandes. Donc, en
En fait, on est sur en fait, de toute façon, le problème de la France, enfin le marché français, hein, c'est un marché qui est ultra résilient, mais qui effectivement offre pas des rendements stratosphériques. Après, on sait que dans le nord, par exemple, il y a des zones où tu peux faire des très très beaux rendements. Comme tu as des zones comme Tourcoing, des zones comme Roubaix, où il y a. Alors effectivement, il faut bien choisir ses emplacements, mais il y a des rendements assez importants. Il y a le Douaisis aussi, qui est effectivement où là, pour le coup, avec des capitaux déployés assez faibles, il y a quand même une très forte demande locative. En fait, ce qui est intéressant dans cette région, c'est que on est sur une région où quand même l'emploi, etc., est un peu compliqué, mais donc on va dire il y a des propriétaires, un peu moins de propriétaires, mais tu as quand même besoin de logements, donc les gens sont prêts à payer des loyers, etc. Donc c'est vrai que d'un point de vue investissement locatif, il y a un vrai intérêt, et je pense, de toute façon, moi ce qui m'excite et ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est plutôt de me dire quelles sont un peu les mutations du logement, et effectivement comment rendre le logement un peu plus accessible, et de toute façon via des systèmes locatifs, et tu parlais d'iBuying locatif, il y a aussi des systèmes peut-être qui permettent d'acheter en iBuyer, mais de créer voilà, des portefeuilles de biens qui seraient mis à disposition de gens pour se loger en mode locatif, quoi. Et ça c'est assez intéressant en fait. Moi je suis assez excité par tous les nouveaux modèles, voilà, type Virgile aussi, qui est un super modèle. Bien sûr, j'allais le mentionner. Virgile, voilà, qui va aider des particuliers à acheter. Là, ils vont être des acheteurs quand toi, t'es plutôt les vendeurs, mais ouais. Exactement. Et nous, on bosse un peu avec Virgile sur certains dossiers. On n'a pas fait de transaction encore ensemble, mais on espère pouvoir en faire une bientôt. Et justement, je trouve ça hyper sain de dire, effectivement, dans les grands centres urbains, aujourd'hui, il faut quand même un énorme apport. Et il y a plein de gens qui gagnent bien leur vie, mais qui n'ont pas d'apport. Et en fait, on peut trouver une solution qui est de les accompagner et voilà, d'avoir une propriété un peu fractionnée pendant quelques temps. Je trouve ça hyper positif, et c'est ce qui va aussi permettre au plus grand nombre de se loger correctement, quoi. C'est clair. Et j'ai l'impression que la France, c'est le laboratoire de ces nouvelles initiatives, parce que c'est effectivement le plus gros marché immobilier en Europe. Il y a une vraie passion des Français pour la pierre. Il y a un accès au crédit qui est impressionnant, qui est très très on a la chance de se financer sur le revenu et pas sur l'actif. Oui, et pas sur les biens. Tu peux expliquer à nos auditeurs, parce que je comprends ce que tu dis, mais la différence avec le modèle anglo-saxon? Ouais, effectivement. En fait, une des grosses particularités, une grosse spécificité du marché français, c'est que le prêt immobilier, en fait, n'est pas assis sur l'actif, et on ne prête pas sur une LTV, mais on va te prêter par rapport à ta capacité de remboursement et tes revenus, etc. Et donc, ça change pas mal la donne. Puisqu'en fait, il y a cet aspect-là, donc on va te prêter à toi en tant que personne et en fonction de ce que tu gagnes. Et en plus de ça, tu vas aussi avoir la capacité d'être cautionné, garanti par des organismes d'État. Donc ça vient diminuer quand même le coût de ton crédit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pourquoi les taux sont si bas en France ? C'est parce qu'on te prête sur ton actif, enfin sur tes revenus, et que tu as une caution Crédit Logement ou autre organisme de cautionnement. Là où au Royaume-Uni ou dans le monde anglo-saxon, on te prête sur l'actif. Donc naturellement, les taux sont un peu plus élevés, parce que le risque pour la banque est un peu plus élevé, puisque on te prête sur une valeur d'actif et que cette valeur, elle peut fluctuer. Et aux États-Unis, ils ont vu que ça pouvait fluctuer beaucoup. Donc c'est des structures de marché assez différentes. D'accord, parce que tu mentionnais LTV pour nos auditeurs, c'est-à-dire loan to value, ça correspond à l'apport qu'on doit mettre. Sur les modèles anglo-saxons, on est plutôt sur du 30%. 20 à 30%. Et si tu rembourses pas, tu peux littéralement tu peux être repossessed. C'est ce qu'on appelle repossessed. Ouais, c'est vraiment, on va te saisir en fait. Et en fait, en France, structurellement, les banques, elles veulent surtout pas saisir, hein, et donc finalement, elles vont lancer plein de procédures en amont pour ne surtout pas saisir. Là où au UK, aux États-Unis, effectivement, c'est toute une industrie en fait, hein, la foreclosure, et donc voilà, il y a plein d'emprunteurs qui peuvent plus rembourser et qui se font mettre à la porte. C'est d'autres philosophies de marché. C'est un peu plus agressif, mais en France, comme tout est basé sur ton revenu et pas sur le bien lui-même, contrairement à ce qu'on pourrait croire, j'ai beaucoup de gens qui viennent me voir avec des faibles revenus et qui me disent mais oui, mais moi mon bien il est hyper rentable, il est cash flow positif, c'est du 12%, etc. Donc la banque n'y verra pas d'inconvénient parce que les loyers suffisent. Oui, mais dans ce cas-là, c'est en autofinancement. Ouais, c'est parce que le projet s'autofinance. Oui, mais dans ce cas, moi je lève 10 millions de biens autofinancés. Non, mais en fait, ça marche pas comme ça. C'est pas le bien et les revenus qui génèrent qui est apprécié par la banque, c'est tes revenus à toi. En revanche, si t'as pas de revenus, si t'as revendu ta boîte ou si t'es en CDD ou que tu rentres pas dans la case du CDI, tu ne peux pas accéder au levier bancaire, alors que aux États-Unis, si tu as un peu de cash, tu mets tes 30%, même si tu n'as pas de revenus ou que tu rentres pas dans les cases, tu peux emprunter. Bon, voilà, c'est la seule différence. Ouais, non, mais effectivement, après, je pense que de plus en plus de gens, justement, essayent pour les indépendants, les entrepreneurs, etc., d'avoir des choses. Il y a certaines banques qui vont essayer de financer un peu différemment, mais ouais, c'est tout très juste.
Ok. Toi, tu as une expérience à titre perso de l'investissement locatif, t'en as fait? Alors moi j'en avais fait un peu avant de commencer Homeloop, mais alors très très léger, hein. J'avais un appart Où voilà, qui ça? était mis en loc, qui était en Essonne, dans le sud de l'Île-de-France, aux Ulysses, les Ulysses. C'est une petite ville voilà, un peu atypique quoi, mais qui était pas mal en termes de rendement locatif, etc. Et Ça- tu l'as revendu. Et il a été, ouais, je l'ai revendu parce que j'avais besoin de capital pour mettre dans Homeloop. D'accord, ça fait sens. Ouais, ok. Bon, et tu comptes en refaire un? Et ouais, moi je compte. Alors aujourd'hui, je suis 100% focus. On va dire mon patrimoine, c'est plutôt Homeloop, mais oui, je pense. Moi, je te dis, c'est une classe d'actifs entre guillemets que j'aime bien. Je pense que à la fois, on va dire à titre personnel, en termes de construction patrimoniale, je trouve ça intéressant. Et puis même en termes de philosophie, ce que je te disais, c'est moi je trouve que le logement, donner accès au logement, c'est un truc qui me botte. Et donc c'est pour ça que je trouve que faire de la loc, c'est aussi positif, quoi. C'est la mère Teresa de la pierre. Non, sans être la mère Teresa, bien sûr, parce que je te dis, il y a une logique patrimoniale, mais je pense qu'il faut inciter au maximum l'investissement privé. Et en fait, il n'y a pas de raison que le parc locatif soit forcément 100% aux mains, soit de bailleurs sociaux, soit d'investisseurs institutionnels. Voilà. Ok. On va conclure sur une note un peu philosophique. Toi, tu lis notre newsletter Philocative? Je la reçois et j'essaie de la lire au maximum. Très bien. Parce que Homeloop, moi, je voyais une circularité un peu dans le mot loop Mhm. qui me faisait penser à l'éternel retour nietzschéen. Je pense que tu as dû y penser en créant Homeloop. L'éternel retour Ouais. du loyer, de l'achat et des ventes. En fait, tu es dans une circularité continue, c'est ça? Ouais, bah alors, en fait, de toute façon, effectivement, le terme home loop, ça permet quand même de boucler son projet. Quand tu es vendeur, bah, Donc boucler. c'est bouclé. Mais tu as aussi, effectivement, cette notion de toute façon, c'est l'éternel retour. Je sais pas si c'est l'éternel retour, mais en tout cas, on essaie de faire en sorte que ce soit pas l'éternel retour chez le notaire ou chez ton syndic. D'accord. Merci Aurélien Gouttefard, le porteur d'eau. Parce que goutte, ça veut dire Oh, eau et les fard, fardes, c'est le fardeau. c'est le fardeau. C'est Donc le t'es un fardeau. porteur Donc, c'est d'eau. un porteur d'eau. Voilà, c'était probablement que mes ancêtres étaient ceux qui allaient au puits et Aller au ramenaient de l'eau puits. pour les gens du village. C'est très inspirant. Merci pour ton temps. Merci À à toi. bientôt. J'espère qu'on fera affaire. Bah écoute, avec plaisir. Ouais. Et merci pour votre écoute. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et on se voit au prochain épisode.